On va vous parler aujourd'hui des intérêts scientifiques de la clamate. Alors, c'est un sujet qui m'a été demandé spécialement par Guénaël, à qui je fais un petit coucou. Alors, cette cyanobactérie, autrefois appelée, comme d'autres d'ailleurs, l'algue bleue, fait partie du régime alimentaire traditionnel dans de nombreuses cultures. Elle a été utilisée comme nourriture et pour le commerce, plutôt pour le commerce dans de nombreux peuples indigènes, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique, chez les Aztèques et les Mayas. À partir des années 1980, elle a été récoltée pour être vendue comme complément alimentaire et la plus grande partie de sa production provient du lac Klamath, dans l'Oregon, aux États-Unis, ce qui a donné évidemment son nom d'usage courant. Alors, bonsoir ou plutôt rebonsoir Amine. Est-ce que à nouveau tu peux nous expliquer ce qu'est la clamate? Rebonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, comme on disait, donc la clamate est une microalgue. Donc, à ne Mhm. pas confondre avec quand on dit algue, c'est en général une macroalgue, ce qui est quelque chose d'assez différent. Donc, les microalgues sont des micro-organismes en fait très rudimentaires. Donc là, comme tu l'as bien dit, souvent on l'appelle l'algue bleue. Donc, Mhm. abusivement, on l'appelle l'algue bleue bien qu'elle a une couleur bleue, mais ça n'est pas une algue, c'est une microalgue et donc c'est une cyanobactérie. En réalité, les cyanobactéries sont des micro-organismes prokaryotes, c'est-à-dire des micro-organismes qui sont très rudimentaires. On a des exemples, plusieurs exemples, mais certainement que vous connaissez par exemple les mitochondries qui sont à la base des cyanobactéries aussi. Donc, des micro-organismes rudimentaires qui n'ont pas de noyau du tout, qui ont l'ADN qui baigne directement dans le cytoplasme avec les autres organites. Donc, l'acclamate fait partie justement de ces cyanobactéries. Donc également, donc cette cyanobactérie fait partie d'une famille de cyanobactéries qu'on appelle les Nostocacées. Et en réalité, elle ne s'appelle pas Klamath, puisque comme tu l'as fait remarquer, Klamath, c'est le nom Mhm. du lac Du lac, ouais. à l'Oregon aux États-Unis. Et donc, puisque ça a été exclusivement extraite des eaux de ce lac, on l'a appelé justement donc Klamath. Euh, et donc, cette cyanobactérie, elle a des propriétés très intéressantes, une composition aussi unique et assez complète. Donc, l'environnement dans lequel elle évolue, notamment donc le lac Klamath, est bien connu pour sa pureté ou la pureté de son eau, parce qu'il est en gros dans un endroit qui est assez isolé, dans une zone qui, on peut dire que c'est une zone protégée, Mhm. qui est loin des contaminants, des pesticides, des polluants et de la pollution en général. En plus, c'est une terre volcanique, donc qui est très riche en gros en minéraux et métaux, etc. Donc, ce qui rend encore la composition du clamate extrêmement intéressante. Et en plus de cela, l'endroit donc où se situe le lac est ensoleillé presque 300 jours par an. Mhm. Et ce qui est aussi très intéressant également, c'est que le pH est neutre. On est entre 6,5 et 7,2 à peu près de pH, donc ce qui rend encore la composition de la clamate extrêmement intéressante. Justement, en parlant de composition, est-ce que tu peux nous détailler, nous en dire un peu plus là-dessus? Alors la composition de la clamate, comme la plupart des microalgues et des cyanobactéries, est faite en fait à partir, donc surtout tout ce qui est organique, tout ce qui est matière organique dedans, est faite Mhm. à partir de photosynthèse en fait, parce que ces microalgues font beaucoup de photosynthèse, ils utilisent la lumière du soleil et également donc le CO2 pour produire différents composés organiques comme les lipides, les glucides, des protéines, des vitamines également, on trouve dedans, surtout les vitamines du groupe B. On a plus de 11 vitamines dedans.
En ce qui concerne les protéines, on a la totalité des acides aminés essentiels, plus aussi tous les autres acides aminés non Mhm. essentiels. Donc, c'est une source extraordinaire de protéines. On a à peu près entre 50 et 60% de protéines sur les extraits secs de clamates, donc ce qui est énorme. Après, on a également tout ce qui est minéraux, oligo-éléments, qu'on trouve aussi en abondance. On n'a pas maintenant la totalité du spectre des oligo-éléments, mais on a quand même pas mal d'oligo-éléments comme le chrome, le cuivre, le fer, le zinc, le manganèse, etc. Également, les acides gras, par exemple, donc au niveau des lipides, on a des acides gras, surtout, donc, mais entre autres aussi des acides gras oméga 3. Donc, on n'a pas les oméga 3 bioactifs. Mhm. On a plutôt le précurseur, l'acide alpha-linolénique. Donc, là, on a quand même aussi une certaine quantité de ce précurseur. Et puis, on a également, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des polysaccharides, mais pas n'importe lesquels. Des polysaccharides qui stimulent l'immunité, les cellules de l'immunité, donc les macrophages et surtout donc, les lymphocytes également. Et ce pourquoi la clamate est bien connue en termes de composition, c'est ce qu'on appelle la PEA ou la phényléthylamine, qui est en réalité un neurotransmetteur. En fait, c'est en quelque sorte, c'est un alcaloïde en fait qui joue le rôle de neurotransmetteur. L'effet du phényléthylamine est similaire à celui de la dopamine. Mhm. Donc, souvent, on confond, il y a plusieurs articles et plusieurs sources, pas des articles scientifiques, mais bon, des articles de vulgarisation qui évoquent que le PEA serait un précurseur de la dopamine. Ça n'est pas le cas. Le PEA, donc le phényléthylamine, est un métabolite du phénylalanine, donc le fameux acide aminé essentiel, qui lui-même, le phénylalanine lui-même, est un précurseur un peu lointain de la dopamine. Donc en fait, on a le phénylalanine lui-même qui, chez l'humain, se dégrade et donne de la dopamine, donc tyrosine, L-dopa et ensuite Mhm. dopamine. Et puis, on a donc chez ces microalgues cette voie de conversion du phénylalanine en phényléthylamine. Donc, cette voie-là, on l'a chez nous, humains, mais qui est très ralentie. Et donc, on a des résultats par rapport aux clamates qui ressemblent à ceux des précurseurs de la dopamine, en fait, en termes d'effet. Et puis, bien entendu, il y a, puisque c'est une microalgue ou ce on appelle abusivement, on va dire, une algue bleue, on a aussi un colorant très fort qui est en fait la phycocyanine et également aussi de la chlorophylle, qui sont aussi très intéressants et qui ont plusieurs effets également. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant des bienfaits de la clamate? Les bienfaits, c'est surtout relatif à ce que je venais d'expliquer, donc tout ce Mhm. qui est chlorophylle, phycocyanine et surtout donc le phényléthylamine. Donc toutes ces molécules-là ont des applications et des effets très intéressants métaboliquement parlant et en plus de la richesse en termes de micronutriments, donc vitamines, minéraux et oligoéléments. Donc globalement, on va avoir, si on prend par exemple la phycocyanine, on va avoir un effet antioxydant qui est très puissant. La vitamine B2 aussi qu'on retrouve en abondance dans Mhm. la clamate, qui est aussi un antioxydant très intéressant également. On le retrouve dans la mitochondrie, dans la chaîne de transport des électrons. Il joue le rôle à la fois de cofacteur pour produire de l'ATP, mais en même temps aussi d'antioxydant.
Et donc, mis à part l'effet antioxydant, qui n'est pas spécifique à la clamate uniquement, on a également donc tous les effets qui sont produits par la phényléthylamine et également en partie également par les vitamines du groupe B, parce qu'on sait très bien que les vitamines du groupe B, notamment la B6 ou la B3, etc., ont des effets intéressants, la B9, la B12, etc., ont des effets également dans la voie de synthèse des différents neurotransmetteurs, notamment les catécholamines, les indolamines et le GABA, etc. Donc là, on va avoir un effet de régulation sur les différents neurotransmetteurs, mais aussi donc un effet qui est propre au phényléthylamine qui va jouer le rôle, un rôle qui serait similaire aussi à celui de la dopamine également. On a également, si on prend maintenant la chlorophylle par exemple, et même la phycocyanine d'ailleurs, on peut avoir aussi un effet d'élimination des métaux lourds également, et en tout cas de certains métaux lourds, de certains métaux toxiques qui serait aussi intéressant. Un effet piégeage en fait des métaux lourds, surtout par rapport à la chlorophylle, ce qui est très intéressant. Et puis, ce qu'on disait par rapport à l'apport micronutritionnel et l'apport en protéines, ben, ça constitue quand même une excellente source de micronutriments en général et une excellente source de protéines parce que ça contient enfin, c'est rare d'avoir des sources qui ne sont pas d'origine animale et qui sont très riches en protéines et surtout en acides aminés essentiels. Et puis, comme je le disais au tout début, donc on a des polysaccharides dans la composition du clamate et ces polysaccharides sont des stimulants de certaines cellules du système immunitaire, notamment les macrophages et les lymphocytes. Donc, c'est en fait clairement la clamate est un immunostimulant en plus de tous les effets sur les neurotransmetteurs, sur les métaux toxiques également, qui sont également des inhibiteurs des neurotransmetteurs aussi, et en plus de son effet nutritionnel et micronutritionnel. Alors, comme toute algue, on sait que la clamate peut subir des contaminations. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire plus attention qu'à d'autres? Ben, il y a eu donc ce fameux rapport il y a maintenant plus de 20 ans, 25 ans, Mhm. presque 30 ans, en 1996, si je me rappelle bien, de la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui avait mis en garde, il y avait aussi d'autres laboratoires à côté, donc qui avait mis en garde sur les effets potentiellement de la contamination par certaines toxines ou certains toxiques qui étaient issus ou qui seraient issus de d'autres cyanobactéries. Parce que en fait, dans les microalgues et les cyanobactéries, on a certaines cyanobactéries qui sont toxiques et d'autres qui ne sont pas toxiques. Donc, certaines qui sont propres à la consommation humaine et d'autres qui sont toxiques, voire très toxiques. Et on s'était rendu compte que il y avait une certaine quantité de certaines toxines, comme par exemple celles qui ont été relevées le plus à l'époque, c'était les microcystines. Les microcystines, c'est des toxines en fait qui sont synthétisées par des cyanobactéries toxiques et qui sont très toxiques pour l'être humain. Et donc, il y a eu à l'époque un arrêt de l'exploitation et du lac et donc de la production du clamate jusqu'à ce que il y a eu une société américaine qui avait développé et breveté une méthode d'extraction du clamate et une méthode également de décontamination qui permettait d'avoir 0% de microcystine, notamment, entre autres, parce il y a eu aussi d'autres contaminants, aussi d'autres toxines. Et donc, là, actuellement, il est interdit, en tout cas en Europe et aux États-Unis, enfin Amérique du Nord et dans d'autres pays, il est interdit de commercialiser de la clamate
qui contiendraient des contaminants. Donc, bon, il faut une traçabilité, il faut que ça soit complètement clean. Dans ce sens-là, c'est pour avoir une idée en fait sur la dangerosité en fait de ces toxines qui pourraient contaminer donc le clamate. Je dis ça parce qu'il faut faire attention en général quand on trouve des produits qui se vendent et qui ne sont pas, qui n'ont pas une bonne traçabilité. Il faudrait faire très attention à ça. Donc, il y a des effets secondaires qui peuvent être des effets secondaires très banal en fait, la diarrhée par exemple ou des vomissements, même si c'est bon quand même des effets qui sont très dérangeants, des maux de tête, etc. Mais ça pourrait être des effets plus graves, c'est en fonction en fait du niveau de contamination et aussi donc de la réaction de l'individu également. Ça peut donner des tachycardies, etc., des douleurs, etc. Donc là, il faudrait, ce qui est très important, il faudrait quand on décide d'acheter du Clamat, il faudrait être certain que ça provient d'une source fiable, qu'il y a une traçabilité, qu'il y a des analyses derrière, etc. Mais voilà, cela n'empêche pas d'utiliser donc la clamate dans le sens où il y a quand même beaucoup de bienfaits. C'est vraiment une bombe de micronutriments et ça permet de résoudre quand même beaucoup de problématiques. Voilà, donc ça, c'était une mise en garde. Et d'ailleurs, il y a l'AFSA, donc en France, qui a également évoqué dans plusieurs rapports le risque de contamination et qu'il fallait faire attention et que malgré que ça soit quand même une source très intéressante de micronutriments, mais qu'il fallait faire très attention à ça. D'accord. Et est-ce que, inévitablement, je suppose qu'il y a des précautions d'usage et des contre-indications? Oui, donc mis à part de ce qu'on avait évoqué sur les risques de contamination, donc il y a je dirais des contre-indications, mais beaucoup plus des précautions, on va dire, surtout pour la femme enceinte et allaitante. Oui. Donc le phényléthylamine, comme on a dit, c'est un alcaloïde. En général, les alcaloïdes, faudrait faire attention lorsqu'il s'agit de grossesse ou d'allaitement. Également, donc pour les enfants. Mais là, pour les enfants, c'est pas vraiment un problème de toxicité avéré, mais c'est beaucoup plus le fait qu'on n'ait pas suffisamment de données là-dessus. Donc, pour les enfants, en général, il faudrait éviter d'en prendre ou alors il faudrait donner à des doses qui sont bien adaptées. Et là, c'est le médecin ou le professionnel de la santé qui doit décider de ça. Et puis également, puisque c'est ce qu'on disait avant, que c'est un immunostimulant, donc ça serait bien d'éviter de le donner au cours de maladies auto-immunes. Donc, les maladies auto-immunes, bon, ça pourrait être la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, la sclérose en plaques, du lupus, etc. Donc, les différentes maladies auto-immunes. Donc là, il faudrait éviter d'en donner parce que ça risque d'exacerber les réactions auto-immunes, ce qui est le cas pas uniquement par rapport au clamate, mais donc vous le savez, donc tout ce qui permet de stimuler et non pas de réguler le système immunitaire, mais de le stimuler, il faudra l'éviter pour les maladies auto-immunes. Donc ça, c'est bien connu. Et puis également, ça pourrait également, on a remarqué que ça pourrait avoir des effets sur également la coagulation du sang. Donc ça fluidifie le sang. Okay, comme la plupart enfin, il y a beaucoup de nutriments qui font ça. Enfin, vous savez, donc les vitamines E par exemple, etc. Donc c'est à peu près la même chose. Et donc là, il faudrait faire attention, éviter par exemple de le prendre lorsqu'on a une chirurgie dans quelques jours. Donc en général, la durée la période d'arrêt en fait avant une opération chirurgicale, c'est en moyenne de 2 semaines. Et ça aussi, il faudrait consulter le médecin et
et voir avec. Et puis également après, même après la chirurgie, il faut faire aussi attention, donc de laisser suffisamment de temps pour qu'il y ait cicatrisation sans problème. Et apparemment également, mais là c'est pas aussi confirmé, il y aurait des études qui montreraient que ça pourrait faire baisser la glycémie. Donc Mhm. chez certaines personnes, c'est pas maintenant confirmé et c'est pas d'emblée chez tout le monde, mais ça pourrait, chez des personnes qui ont déjà tendance à avoir une glycémie qui est assez basse, ça pourrait faire baisser trop la glycémie et ça pourrait produire des hypoglycémies. Donc il faudrait faire attention par rapport à ça. Euh, et puis sinon, selon ce que je viens d'expliquer, donc par rapport à des éventuelles interactions médicamenteuse. Donc, on avait parlé de la coagulation. Donc, si il y a prise d'anticoagulants, ben, il faudrait faire attention à ça. S'il y a prise aussi d'antidiabétiques également. Mhm. Bon, là, je pense que là, je ne suis pas certain parce qu'il n'y a pas beaucoup de données là-dessus, mais je pense que là, c'est moins marqué que par rapport à la coagulation. Et puis également, ce qu'on disait sur l'immunité, sur les maladies auto-immunes. Donc, s'il y a prise aussi d'immunosuppresseurs, ça pourrait interagir avec. Donc, il faudrait faire attention à tous ces aspects. Mhm. Voilà. Donc, là, le thérapeute ou le professionnel de la santé ou le médecin pourrait conseiller mieux en connaissant l'état du patient. Alors, bon, quels seraient les critères, quels sont les critères pour choisir une bonne clamate? Bah, c'est simple, en fait, il faut avoir une bonne traçabilité du produit. Mhm. Et il faudrait que le produit ne contienne pas de contaminants tels que les microcystines, par exemple, ou même d'autres contaminants. Donc, ça doit être, il doit y avoir des analyses qui montrent que ça Ouais. contient 0% de microcystines, 0% de tous les autres enfin, contaminants ou toxines qui pourraient Mhm. être issus également de cyanobactéries, d'autres cyanobactéries. Donc ça, c'est bien connu. Normalement, c'est régulé. C'est bien régulé aux États-Unis, en Europe également. Et il faudrait également faire attention parce que parfois, on a également un rajout de spiruline avec. Bon, Mhm. en soi, c'est rien, mais le fait que ça se ressemble, donc en termes de matière première, la clamate ressemble à la spiruline. Euh, certains mélangent la spiruline avec du clamate parce que la spiruline coûte moins cher que le clamate et que Mhm. voilà. Donc, faut être certain d'avoir du clamate et non pas un mélange ou que ça soit coupé avec de la spiruline. Mhm. Donc, pour cela, il faut une bonne traçabilité du produit. Il faudrait savoir connaître le fournisseur, connaître le produit, avoir fait des analyses, etc. Alors, et de fait, est-ce qu'il y a des synergies qui sont intéressantes? Il y a des synergies différentes avec différentes autres, surtout des Mhm. plantes en réalité, et des micronutriments, des plantes qui sont en rapport avec les neurotransmetteurs, surtout, qui vont dans le même sens que euh, la clamate. Mhm. Notamment, par exemple, on a le bacopa, le ginseng, le ginkgo biloba, par exemple. On a également comme le mucuna, par exemple. Donc, le Mhm. mucuna est très riche en L-dopa. Donc, c'est un précurseur de la dopamine également. Donc, ça pourrait compléter l'action du clamate. Comme nutriment, on peut avoir, par exemple, la vitamine C. Mhm. On sait très bien que la vitamine C permet la conversion de la dopamine en noradrénaline. La tyrosine également, qui est un précurseur aussi de la dopamine. Donc voilà, donc ce sont ici des plantes et des micronutriments qui peuvent aller dans le sens euh, de ce que fait déjà Mhm. le fameux euh, PEA ou Ouais. phényléthylamine qu'on Mhm. retrouve dans la clamate. Donc là, ça pourrait être des synergies intéressantes, mais comme j'ai dit, il faudrait que ça soit bien cadré et bien organisé. Il faudrait éviter que ça soit déjà un mauvais produit
et puis, il faudrait que le médecin puisse, ou le professionnel de la santé puisse décider sur s'il y a des précautions à prendre ou pas. Alors ouais, justement, tu nous parles de neurotransmetteurs. Alors demain, on en parlera plus longuement puisque une conférence est organisée demain à 19 heures. Alors malheureusement, il n'y a plus de place. Les 1000 places ont été prises assez vite, mais vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube Nutrilogix Cédric Lapeau. Vous retrouverez facilement. Le seul inconvénient, c'est qu'évidemment, en regardant via YouTube, vous ne saurez pas poser vos questions. Les questions seront réservées aux personnes qui nous suivront et qui se sont inscrites via Zoom. Donc voilà, on parlera justement de la clamate qu'on utilise nous maintenant dans un nouveau produit qui s'appelle Brain Adreno, dont tu pourras probablement détailler, de nous donner un peu plus de détails demain. Et bien sûr, cette vidéo sera, quoi qu'il en soit, en replay si jamais vous l'avez raté, s'il y a d'autres questions aussi. Alors, j'ai quand même Saba qui nous pose la question de savoir en cas de maladie de Parkinson. Alors, je ne sais pas si sa question c'est est-ce qu'en cas de maladie de Parkinson, on ne prend pas ou est-ce qu'en cas de maladie de Parkinson, c'est conseillé ou il serait intéressant d'en prendre? Ben, ça va, je pense que il faudrait dire que est-ce qu'on pourrait en prendre au cas de maladie de Parkinson, parce que comme l'effet est similaire à celui de la dopamine, donc on pourrait penser que ça pourrait fonctionner. Alors, pour cela, je n'ai pas d'informations dans le sens où en fait la PEA fonctionne de façon similaire à la dopamine. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça fonctionne sur les synapses dopaminergiques, sur les synapses où on a la dopamine qui les fait fonctionner. Et donc là, la PEA va venir avec la dopamine et donc faire donner le même effet, ou est-ce que la PEA va aller fonctionner sur d'autres synapses qui ne sont pas dopaminergiques forcément et qui, elles aussi, sont des synapses qui sont stimulantes ou sympathico-mimétiques. Et donc ça, on ne sait pas. Et donc, si c'est maintenant un fonctionnement sur des synapses dopaminergiques, donc théoriquement, je dis bien théoriquement, ça pourrait aider pour le Parkinson parce que Parkinson, il s'agit de problèmes de dopamine et la voie nicostriée euh, qui ralentit ou en dégénérescence. Donc, ça pourrait régler théoriquement. Si c'est maintenant une action sur d'autres synapses, à ce moment-là, ça n'a aucun rôle dans le Parkinson. Alors, Ma qui nous demande, est-ce qu'il serait pertinent de supplémenter en PEA des patients qui ont une carence en dopamine au test de Briverman des neurotransmetteurs, pardon. Oui, mais il faudrait déjà, enfin, c'est quelque chose de plus complexe en fait. Il faudrait se voir pourquoi ces patients ont une carence en dopamine. Donc, régler la cause. Donc, est-ce que c'est une cause métabolique? Est-ce que c'est une cause hormonale? Demain, dans la conférence de demain, on va aborder ces sujets avec Stéphane. Est-ce que c'est maintenant une cause externe? Est-ce que c'est des habitudes compulsives qui font que la personne épuise rapidement son taux de dopamine? Donc, il faudrait régler le problème en amont. Et dans la stratégie d'intervention pour pouvoir régler ce problème de dopamine, à ce moment-là, oui, la clamate pourrait être un des éléments parmi d'autres qui pourrait aider. Mais ne pas se dire, tiens, le patient a moins de dopamine, on lui donne le clamate pour régler le problème. Donc, non, d'abord, on règle le problème en amont. Quelle est la cause? On comprend la cause, on agit dessus et ensuite, donc, on peut à ce moment-là utiliser du clamate avec d'autres choses pour pouvoir aider à une meilleure récupération.
D'accord, eh bien, merci. Je ne vois plus d'autres questions. J'espère que je n'en ai pas raté. Il y en avait que deux aujourd'hui. Donc, tout va bien. C'est que les explications sont claires. Ou alors que tout le monde attend encore la conférence de demain. Donc, je vous le rappelle, demain, pour ceux qui regardent la vidéo en différé, demain, le 25 janvier. Donc, vous pourrez voir tout ça. Vous pourrez la suivre si vous n'êtes pas inscrit sur la page YouTube Nutrilogix Cédric Lapeau. Vous retrouvez celle-là et plein d'autres vidéos aussi, hein. N'hésitez pas à vous abonner à cette page. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner également aux pages Facebook et il y a toujours une petite cloche pour être sûr de ne jamais... Bon, je ne parle pas de moi ni d'un autre, juste une petite cloche en haut à droite. Vous n'oubliez pas de cliquer dessus. Ça vous permet de ne rater aucune vidéo et de les voir en direct. Je vous souhaite à tous, à toutes une belle soirée. Guénaël, on a beaucoup pensé à toi. Merci pour le sujet. Bonsoir à tous et à toutes. À la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, sortez, bougez, respirez. À bientôt. Salut Amine. Salut Cédric et salut tout le monde et à demain. Au revoir.